Bon, Alain, tu peux nous parler du coup de quoi? De transport, de politique cyclable? Alors on va parler de tout ça parce que les transports, la politique cyclable, c'est une partie des transports et les transports, on va dire que c'est une partie de l'urbanisme, de la vie urbaine au sens large. Et tout ça, ça s'insère à la fois dans l'aspect écologique de notre liste, hein. On est pour une ville écologique et solidaire, et ça a un impact et sur l'écologie et sur la solidarité. Et pour mettre tout ça en musique, ben, on le fait avec les gens. Et ça, c'est le pilier citoyen de notre liste. Alors, je ne développerai pas ce pilier citoyen maintenant, mais il est évident que toutes les mesures que nous proposons, on les proposera avec concertation, participation, évaluation, et ça concernera toutes nos mesures, y compris bien sûr nos mesures de transport. Alors, je vais reprendre les mesures en fait dans l'ordre où on les a mises dans notre projet, parce que en fait, il y a une partie qui est strictement identifiée transport dans notre projet. Je vais donner les numéros de proposition, c'est celles qui vont de 69 à 73, donc a priori il n'y en a pas tant que ça. Elles sont toutes dans la partie notre projet pour l'agglomération, parce que les transports, c'est une compétence qui dépend de l'agglomération, donc Grand Chambéry, même si en fait il y a une interaction euh, quasi permanente avec la commune, la ville de Chambéry, notamment parce que par exemple le stationnement, lui, dépend de la ville, sauf les parkings relais au terminus des lignes de bus, qui eux dépendent de l'agglomération. Tout ça est complexe et interpénétré. Alors, un des premiers points qu'on a mis, c'est dimensionner l'offre de stationnement en tenant compte du développement des alternatives à la voiture et stopper la construction du parking gravé si c'est encore possible. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quasiment toutes les municipalités ont pensé que s'il y avait une demande de places de stationnement, il fallait y répondre en créant des places supplémentaires. Alors éventuellement, pour dégager des espaces piétons en créant des places supplémentaires dans ce qu'on appelle des parkings en ouvrage, hein, dans le jargon de ceux qui en font et qui les gèrent, c'est-à-dire soit des parkings souterrains, soit au contraire des parkings en hauteur, des parkings en silo. Euh, Nous, on pense que tant qu'on continuera à augmenter la possibilité de se garer, on induira comme comportement une augmentation du nombre de voitures qui entrera en ville. Donc, il faut ajuster au fur et à mesure l'offre de stationnement au développement de l'offre et de l'utilisation du reste, c'est-à-dire la marche à pied, le vélo, les transports en commun. Et quand on regarde le taux d'occupation actuel des parkings, ils ne sont quasiment jamais pleins. Et une bonne partie des places sont occupées non pas par les gens qui viennent en ville pour faire des courses encombrantes, ça arrive parfois, et une voiture est tout à fait adaptée dans ces circonstances-là, non pas par les gens qui accompagnent des personnes âgées chez le médecin, chez le dentiste, et là aussi la voiture est tout à fait à sa place, mais par des gens qui viennent en voiture et ils restent toute la journée pour travailler. Alors, certains n'ont pas le choix, c'est une évidence. D'autres pourraient tout à fait se garer à un parking en périphérie et prendre le bus, voire marcher 5 minutes et prendre le bus, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans cette situation-là. Donc, en retravaillant là-dessus, il n'y a pas besoin de continuer à construire des parkings. Et en particulier, il n'y a surtout pas besoin de continuer à construire ce monstre qui est le parking gravé. Le problème, c'est que la municipalité précédente a engagé la ville jusqu'en 2047 avec QPark, qui est donc une délégation de 30 ans, qui est là pour construire notamment le parking gravé et le parking de la Cassine. Le parking de la Cassine est peu contesté parce qu'il est bien situé, il permet aux gens qui viennent de l'autoroute de ne pas pénétrer en centre-ville, d'arriver juste derrière la gare où ils peuvent continuer à pied, à vélo ou en transport en commun facilement. Le parking gravé, en revanche, c'est typiquement l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Il est essentiellement là pour permettre aux gens qui viennent du sud et de l'est de l'agglomération de se garer en voiture, c'est-à-dire des gens qui, dans leur grande majorité, passent par le parking de la Trousse, où ils pourraient se garer s'ils viennent de loin,
et où il y a une ligne d'autobus qui a des voies aménagées, réservées, qui roulent très vite. Et l'argent public, c'est pas dans le parking qu'il faut le mettre. C'est dans l'amélioration de la fréquence des autobus et puis d'en faire rouler plus tard le soir, de manière à ce que les gens aient une vraie solution à tous leurs besoins. Alors, le problème, c'est que comme le parking gravé a donné lieu à de nombreuses oppositions, le maire de Chambéry a fait voter, donc Dantin, a fait voter le conseil municipal l'année dernière en disant que si... Je vais le refaire, tu feras un peu de montage? Bon. Le délégataire lui-même, Q-Park, se rendait bien compte qu'il y avait une très forte opposition à la construction du parking gravé et du même coup n'était pas très pressé de démarrer le chantier. Et les gens qui s'en souviennent ont vu que le chantier a traîné très très longtemps. Par rapport à ce qu'annonçait la municipalité d'Antin, le parking aurait dû être livré beaucoup plus tôt. Et afin de forcer le délégataire à lancer la construction, l'équipe d'Antin a fait voter par le conseil municipal l'engagement de la responsabilité de la ville en 2019 en cas d'annulation, notamment du permis de construire, pouvant aller jusqu'à la modification sensible du parking, voire sa destruction. Et c'est grâce à ça, ou à cause de ça plus exactement, que le chantier a repris. Alors, où en serons-nous après les élections? On ne sait pas trop, c'est un parking prévu pour 7 niveaux, 3e, 4e. Il est évident qu'on devra aller discuter avec le délégataire en disant « Bon, on s'arrête, on rediscute de tout ça avec les habitants et on regarde là où on en est. C'est peu probable qu'on détruise tout, mais en tout cas, comment on fait pour que ça ne monte pas trop haut et qu'est-ce qu'on peut en faire pour que ce ne soit pas un aspirateur à voiture ?» Voilà, c'est un des exemples de la politique de stationnement. Alors, le dimensionnement des parkings aussi, fait de ne pas offrir trop de parking, ça suppose bien sûr que les gens puissent se déplacer autrement. Pour se déplacer autrement, c'est du changement d'habitude. Les habitudes, c'est très ancré, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on a également une mesure qui s'appelle développer les programmes de sensibilisation et de conseil pour changer les habitudes. Il faut accompagner les gens parce que faire les choses qu'on n'a jamais faites, c'est jamais naturel. On a la chance, en particulier en matière de déplacement, d'avoir un très bon outil dans l'agglomération chambérienne qui a été lancé il y a 3 mandats au moins, qui a été bien accompagné de ce côté-là par toutes les municipalités successives, qui s'appelle l'agence Écomobilité, qui a tout à fait un bon niveau d'expertise pour aider les gens à s'interroger sur leurs habitudes de déplacement et les aider à changer. Nous avons une proposition concernant le commerce de proximité. Alors ça, c'est une proposition côté ville qui s'accompagne d'une proposition côté agglomération, stopper l'extension physique des zones commerciales et des zones d'activité. C'est très lié aux questions de déplacement en général et de déplacement à pied, à vélo et en transport en commun en particulier. Toutes ces extensions périphériques de commerce ont été faites avec de gigantesques parkings, à une époque où on pensait que la façon normale de se déplacer et de faire les courses, c'était d'aller en voiture et de remplir son coffre. Si aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que les commerces du centre-ville, ça dépend des quartiers, mais nombre d'entre eux quand même ne se portent pas très bien, qu'il y a de nombreuses devantures qui sont fermées, d'autres où il y a un repreneur qui n'arrive pas à tenir très longtemps. Pour que le commerce de centre-ville se porte mieux, ça suppose en particulier de ne pas le miner en continuant à construire des surfaces commerciales en périphérie. Certaines surfaces commerciales en périphérie, d'ailleurs je pense que beaucoup d'entre vous l'ont constaté, commencent même à se porter mal elles-mêmes. Les boutiques, en particulier dans les galeries marchandes autour des grandes surfaces, commencent à connaître ce phénomène également de vitrine vide parce que ça n'intéresse plus personne. Donc il y aura sûrement un travail à faire sur la durée pour revivifier ce commerce de centre-ville. Et du commerce de centre-ville, c'est du commerce où on va essentiellement à pied, à vélo, et si nécessaire, on s'en approche en transport en commun. Les commerçants ont tendance à dire que oui, mais quand on veut acheter beaucoup de choses, il faut une voiture.
C'est plus ou moins vrai. D'abord parce qu'on peut transporter beaucoup plus de choses qu'on le croit, y compris avec un vélo ou avec une poussette à roulettes dans les transports en commun. Mais également parce que toutes les études qui ont été faites montrent que les gens qui vont à pied ou à vélo dans le commerce de proximité dépensent relativement peu à chaque fois, en tout cas nettement moins que les automobilistes, mais viennent beaucoup plus souvent. Et à la fin, le panier total, il n'est pas très différent, voire légèrement supérieur pour le piéton et le cycliste. Donc là, il faut rassurer les commerçants parce que c'est pas naturel, parce que depuis un demi-siècle, on leur a enseigné une phrase d'origine américaine, hein, no parking, no business. Mais c'est plus vrai, loin de là. Alors, je continue. Toujours une question qui est une question de transport, même si elle ne figure pas dans notre volet transport, mais dans la partie urbanisme. Quand on autorise des constructions dans des endroits où il n'y a pas de transport en commun, où il n'y a pas de chemin piéton rassurant pour les enfants et encore plus pour les parents pour aller à l'école, ou pour aller acheter une baguette de pain, il faut aller prendre une voiture, on génère des déplacements en voiture, c'est inévitable. On a plein d'exemples, le plus beau et le plus visible, il est sur le haut de la commune de Bassin, tout ce qui s'est construit sur les monts, où il y avait une ligne de transport en commun faiblarde, où les rues n'avaient pas de trottoir, où l'accès à vélo n'était pas très facile parce qu'il y avait beaucoup de pentes. Alors ça va un peu mieux avec le vélo à assistance électrique. Et ce qu'a trouvé de mieux de faire l'équipe d'Antin, Beau, du Lin, c'est de supprimer la ligne de bus faible qui y était. Donc il y avait 5-6 bus par jour, maintenant il n'y a plus rien. Donc il est évident qu'il faut qu'on fasse évoluer le plan local d'urbanisme, d'habitat et de déplacement en disant pas de nouvelles constructions si on n'est pas sur un endroit desservi facilement, enfin accessible facilement à pied, à vélo et en transport en commun. Tout ça, ça se module. Quand on construit une maison ou deux, on sera moins exigeant que quand on construit 50 ou 100 logements. Mais voilà, ça, ce n'est pas de la politique transport immédiatement, mais ça a un impact gigantesque sur les questions de transport et stationnement à traiter dans les années qui suivent. On a un petit point que je ne développerai peut-être pas trop, encore que vu la saison, c'est intéressant. On souhaite développer un tourisme de proximité respectueux de l'environnement, et ce qui veut dire notamment, par exemple, que quand on voit le nombre de voitures qui montent à la Fécla les week-ends en ce moment, ou l'été le long du lac, il faut des solutions alternatives. Ça passe par du transport en commun, ça passe par du covoiturage, ça passe vraisemblablement par un mixte de tout ça, mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais également, le tourisme, ça a un énorme impact, une dizaine de week-ends par an, hein, en gros de fin décembre à fin mars, c'est l'accès aux stations qui génère un énorme flux de voitures, parce que ça reste encore la solution la plus importante. Et on aura un rôle avec tous les opérateurs pour faire de Chambéry une ville-étape sur la route des sports d'hiver, en faisant que le train devienne réellement concurrentiel. Pour que le train devienne concurrentiel, il faut en particulier proposer aux touristes du vrai service, c'est-à-dire du bout en bout. C'est-à-dire qu'on achète non seulement son billet de train, mais on achète également le car qui mène jusqu'à la station. Et le changement du train au car, il faut qu'il soit correctement organisé en termes d'horaire, etc. Il y aura un gros travail à faire du côté de l'agglomération. Sur la politique, c'est sûrement trop long, mais tu peux Vas-y, termine. Bon, sur la politique vélo proprement dite, il y a dans le plan local d'urbanisme, enfin le plan local d'urbanisme intercommunal d'habitat et de déplacement, vous le verrez souvent désigné par son sigle, hein, PLUIHD. Il y a un schéma directeur cyclable qui est plutôt bon et complet. Quand on voit par exemple comment a réagi Roue Libre lors de l'enquête publique, ils ont fait quelques demandes de compléments, quelques observations, mais globalement, il correspond bien. Ce qui ne va pas, c'est les moyens qui sont mis derrière. Les moyens qui sont mis derrière, c'était jusqu'à 2019 300 000 euros par an. Alors ce plan, il coûte à peu près 20 millions d'euros à réaliser. 300 000 euros par an, ça fait 60 ans.
en gros, pour y arriver. La droite au pouvoir est en train de faire un gros progrès, on va passer à 500 000 euros par an. Donc au lieu de 60 ans, il n'en faudra plus que 40. C'est absolument pas à la hauteur des enjeux, que ce soit en matière de pollution, de climat, etc. Donc, nous, notre projet, c'est de le réaliser en 10 ans, ce qui, à mon avis, pour les gens qui se déplacent à vélo, va déjà paraître long. 10 ans, il faut mobiliser 2 millions par an. Ça commence à devenir un peu plus raisonnable et c'est à notre portée. Tous ceux qui se souviennent par exemple des travaux qui ont eu lieu ces temps-ci pour les 2 ronds-points vers la piscine à Bissy ou l'abattage des platanes de l'avenue du Repos pour transformer ça en 2 fois 2 voies, c'est dans le cadre d'un ensemble qui s'appelle Plan Voirie Centre-Nord, qui contient quelques mesures intéressantes, mais qui contient, pour les bus et les vélos en particulier, mais qui, pour l'essentiel, sert à faire rentrer plus facilement plus de voitures en centre-ville. Ce plan-là, il a coûté 20 millions, pardon, et il est financé sur 5 ans. Donc, redéployer les crédits pour faire un plan vélo digne de ce nom en 10 ans, on en est tout à fait capable. Quand il y a eu le grand chambardement des bus en 2016, le projet qui était derrière prévoyait notamment des voies réservées pour les bus avenue des Ducs de Savoie. Et le consultant qui avait fait l'étude avait dit sinon ça ne marchera pas. Et tout le discours de l'équipe en place a consisté à dire oui, oui, on fera ça, mais après le parking gravet. Le parking gravet est toujours pas fait. Et surtout, ça sera à la prochaine équipe de faire des voies bus avenue des Ducs de Savoie. Et en effet, c'est une priorité. Les conditions d'attente également des voyageurs sur ces abris, là, c'est pas bon. Il est évident que il faudra aussi traiter les vélos. Donc il faut prévoir une reconfiguration complète de cette avenue des Ducs et des 2 carrefours qui vont avec. Il y aura d'autres choses à faire, je ne vais pas rentrer le détail. On a estimé que pour rendre les bus réellement attractifs, il fallait compter quand même aux alentours de 10 millions d'euros de travaux à étaler sur les 10 ans du mandat. Il y a eu de fortes restrictions en 2016 également dans les dessertes des quartiers. Et puis, depuis que nous formons une grande agglomération avec les Bauges, il y a plusieurs liaisons, enfin qui n'existent pas. C'est assez difficile d'aller en transport en commun au-delà de Saint-Jean-d'Arvey. Donc il y aura un gros travail à faire. Alors après, faire des transports en commun partout, ça coûte assez cher. Donc il faut faire des transports en commun qui seront utilisés. Et pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Il y a des méthodes assez classiques sur lesquelles il faudra sûrement revenir. C'est faire ce qu'on appelle une enquête ménage-déplacement. La dernière date de 2007, pour avoir une idée des flux actuels et déjà d'avoir une idée de ce qu'on pourrait faire. Et puis après, faire des sortes, on va dire, de contrats de projet avec les habitants, en discutant avec eux, en demandant vous voulez quoi? Et puis on essaye. On essaye pendant 1 an. S'il y a du monde qui utilise, c'est qu'on a visé juste. S'il n'y a franchement pas grand monde, c'est peut-être qu'on n'a pas exactement fait ce qu'il fallait. On réajuste, on réessaye, et puis quand on voit que ça marche bien, on pérennise. Voilà l'idée sur une desserte un peu plus fine. On estime que ça coûtera de l'ordre de 3 millions d'euros par an supplémentaires, c'est en fonctionnement, pour y arriver. On s'est également beaucoup posé les questions de la gratuité. On l'a mis dans notre projet. On est, à la différence de certains qui pensent qu'il faut faire de la gratuité tout de suite, nous on est parti sur une proposition de passage progressif à la gratuité. Pourquoi? Parce que un bon réseau de transport en commun gratuit, c'est bien, mais un mauvais réseau de transport en commun gratuit, ça ne sert à pas grand monde. Donc on a d'abord besoin d'argent pour faire monter en qualité de réseau. Et progressivement, au fur et à mesure qu'on aura atteint le niveau suffisant, on pourra introduire de plus en plus de gratuité. Quelles sont les 2 grandes idées par lesquelles on pourrait commencer? Les revenus les plus faibles. Ça ne coûterait pas très très cher, quelques centaines de milliers d'euros par an. Et on pourrait
c'est pas qu'on leur fasse payer très cher aujourd'hui, c'est de l'ordre de 3 € par mois. Mais on pourrait arriver à de la gratuité. Et puis, une deuxième mesure, c'est également de faire de la gratuité aux heures où les bus ne sont pas très fréquentés, parce que ça coûtera pas grand-chose, parce qu'il n'y aura pas besoin de mettre des bus supplémentaires. Et ça, c'est essentiellement le week-end, peut-être en soirée. Le week-end, et en particulier le samedi, où l'équipe précédente avait trouvé malin de faire des parkings gratuits pour faire venir du monde en ville, parce que toujours dans leur imaginaire, faire venir du monde en ville, c'était faire venir des voitures en ville. Mettre des bus gratuits le samedi, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement incitatif pour encourager les gens justement à utiliser les parkings relais, à se garer en périphérie, voir que le bus dans lequel ils n'étaient pas montés depuis 5, 10 ou 20 ans, finalement ça marche pas si mal, et y prendre goût. Et puis le jour où ils iront acheter, je ne sais pas moi, un poste de télévision en ville, ce qui ne va pas arriver très souvent, ils viendront en voiture, mais c'est le genre de truc qu'on achète tous les 10 ans. Quand on achète des livres, des vêtements ou même comment dire, des spécialités alimentaires, ça tient très bien dans un cabas, il n'y a pas besoin d'un coffre de voiture. Et puis, progressivement, au fur et à mesure qu'on aura amélioré le réseau, si l'état des finances publiques le permet, on pourra élargir progressivement la gratuité. Et peut-être qu'on arrivera à terme à une gratuité totale. On ne peut pas faire des transports en commun partout, c'est évident, parce que en deçà d'une certaine fréquentation, ça coûte extrêmement cher. Donc il faut également encourager le bon usage de la voiture. Et les deux usages principaux à encourager, c'est le covoiturage et l'autopartage. Alors, c'est deux termes qui sont très définis, mais parfois les gens le confondent. Le covoiturage, c'est j'ai une voiture, et tant qu'à faire, j'essaye de la remplir. C'est-à-dire que je la partage avec d'autres gens qui font le même trajet que moi, ou dont le trajet demande un petit détour. Et le cas échéant, je vais dans la voiture de quelqu'un d'autre pour les mêmes raisons. Il y a eu des expériences intéressantes qui ont été faites, en particulier en direction du plateau de la Lesse, c'est-à-dire Saint-Jean-d'Arvey, les déserts ou Thoiry. C'est sûrement des expériences qui sont à prolonger et on le fera. Mais par exemple pour la desserte également des Bauges, imaginons qu'on prévoit une ligne de bus qui ferait Chambéry-les-Chênes ou Chambéry-le Châtelard. Si on veut mettre des bus très fréquents, ça ne sera sûrement pas à notre portée financière. Donc on peut très bien envisager une ligne avec des bus aux heures les plus fréquentées et utiliser les arrêts de bus pour faire des aires sécuritaires.